Dr Ronnie Broman, bonjour. Bonjour. Vous êtes une des figures de la médecine humanitaire, plus largement de l'humanitaire en France. Vous avez notamment présidé Médecins sans frontières et vous avez reçu en 1997 le prix Henri Dunant pour vos actions œuvrant pour la dignité humaine. Donc vous avez à la fois une vue mondiale quand même des problèmes de santé et puis une bonne connaissance des épidémies. L'attitude du gouvernement français vis-à-vis de la grippe A est cautionnée par certains, brocardée par d'autres. On va essayer de voir avec vous différents points. Est-ce que déjà pour vous c'est une bonne attitude que de vouloir isoler à toute force les personnes atteintes, notamment par exemple de l'idée d'aller fermer les écoles s'il y a 3 élèves atteints? Est-ce que pour vous c'est une façon saine de gérer le problème? Non, moi je suis très sceptique sur ce plan-là, bien que je comprenne que les autorités, les pouvoirs publics soient mis en demeure de réagir. Cette grippe occupe tous les esprits. L'OMS bat le rappel depuis des semaines et des semaines. On peut se demander d'ailleurs si la certitude, le niveau de certitude avec lequel il présente la survenue de cette épidémie à l'automne est réellement justifié, mais ça, c'est l'avenir qui va le dire. En tout cas, le gouvernement français devait réagir. Ça, et comme tout gouvernement, les attentes sont très importantes dans ce domaine. Mais la question est évidemment de savoir quelle est la bonne nature, quelle est la nature de la bonne réaction, plus exactement. Et moi, il me semble qu'on s'épuise, et c'est un phénomène que j'ai souvent observé ailleurs dans le monde. On s'épuise assez rapidement en mesures préventives qui sont très largement incantatoires. Je ne dis pas entièrement incantatoires, car il y a évidemment des mesures préventives, aussi bien dans le domaine de la vaccination que de l'hygiène, que des comportements qui ont leur valeur. Je ne conteste pas cela. Mais sous l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir, on met à peu près n'importe quoi, des mesures policières, des mesures sécuritaires, dont les effets sont, qui sont d'abord impossibles à appliquer. C'est ce que les enseignants nous expliquent, qui sont socialement extrêmement coûteuses, et puis dans les effets finalement sont immesurable. Il est irréaliste de penser qu'on peut limiter la propagation d'un virus, quelles que soient les mesures préventives? Non, il n'est pas irréaliste de la limiter, il est irréaliste de penser qu'on va pouvoir repousser le virus par une série de mesures tant individuelles que collectives. Et le problème que cela pose, ce n'est pas qu'en soi il y a un problème philosophique avec la prévention, c'est que bien souvent il y a une sorte de choix privilégié de la prévention au détriment des soins. Or, si cette épidémie frappe réellement, si selon toute vraisemblance elle atteint un grand nombre de personnes de façon légère, avec un petit pourcentage de complications, un petit pourcentage de complications sur un grand nombre de personnes, ça fait tout de même en chiffre absolu pas mal de gens qui vont souffrir par exemple de syndrome de détresse respiratoire aiguë, ce qui est la complication la plus fâcheuse, la plus grave, celle qui demande vraiment des soins et qui entraîne en effet la mort. Et là, on n'a pas l'impression que les préparatifs soient aussi nets, aussi précis, alors même qu'on sait qu'il va falloir être un peu original, qu'il va falloir innover dans ce domaine, parce que il ne s'agit pas d'aller infecter tous les hôpitaux. Donc il va falloir faire des traitements à domicile, avec de l'oxygène, des antibiotiques. C'est pas la mort, si j'ose dire. Enfin, c'est pas la mer à boire, en tout cas. Mais ça demande une logistique, une préparation, une organisation avec infirmières, médecins libéraux, qui pour l'instant ne semblent pas être à l'ordre du jour. Donc on met tout sur isolement, masque, vaccin, et puis on se demande ce qui va se passer pour les gens qui vont être sévèrement atteints. Parce que pour les autres, c'est pas grave. Un petit rhume de temps en temps, ça ne pose aucun problème. Justement, vous avez évoqué le vaccin, on a l'impression là aussi qu'il y a une petite discordance entre éventuellement certaines annonces et la réalité. Le ministre de la Santé a bien annoncé que le programme de vaccination serait en place, en tout cas les dispositifs seraient en place pour la fin septembre. Il y a des tas de bruits qui circulent disant que le vaccin ne serait pas forcément là, qu'il n'aurait pas forcément en tout cas son autorisation de mise sur le marché. Donc il va y avoir un décalage de temps qui va être le moment où éventuellement l'épidémie sera là. On est quand même sûr de rien aujourd'hui. Oui, alors là aussi, moi je ne suis pas vaccinologue, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais bon, en tant que médecin, je sais que l'efficacité de ce vaccin est tout de même très limitée et que, là encore, mettre tout le paquet sur cette mesure-là, enfin mettre un tel paquet, disons, sur cette mesure-là, c'est au moins discutable. Mais surtout, en tant que Médecins sans frontières, je sais à quel point une vaccination de masse dans des circonstances aiguës, c'est-à-dire avec un délai de réaction extrêmement court, c'est difficile. Ça demande une préparation, une logistique, la mise en place de chaînes de froid, chaînes de vaccination, chaînes d'enregistrement. Enfin, c'est tout un dispositif qu'il est absolument impensable d'improviser. Et même dans un camp de réfugiés de quelques dizaines ou parfois quand même de quelques centaines de milliers de personnes
où nous avons fait de grandes campagnes de vaccination, mais au sein d'une population qu'on peut qualifier de captive, car elle est facile à atteindre, elle est dans un périmètre très circonscrit, elle est enregistrée, les gens ont relativement peu le choix dans un camp de réfugiés. Ils doivent en passer par, disons, les fourches codines sanitaires et administratives qu'on leur impose. Là, à l'échelle d'un pays, d'une taille respectable, 60 millions d'habitants, c'est tout simplement impensable de reproduire ce genre de choses. Donc, en l'absence de répétition, disons, de véritables manœuvres sanitaires, aussi bien pour les vaccins que pour les soins, moi je trouve qu'on n'est pas si bien préparé. René Broman, vous n'êtes pas vaccinologue, vous l'avez dit. Est-ce que vous serez vacciné? Non. Vous ne ferez pas vacciner? Non, non. Vos enfants? Bon, non, je ne conseillerais pas non plus spécialement à mes enfants. Je considère pour l'instant que la grippe, cette grippe, écoutez, regardez ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud. Si ça n'avait pas été la grippe, si ça avait été un autre virus que celui de la grippe, on n'en parlerait même pas. C'est parce que la grippe nous obsède du fait de cette grande épidémie de 1918-1919. Parce qu'on a peur d'une mutation de ce virus. Parce qu'on a peur d'une mutation, alors que je signale tout de même que décennie après décennie, s'il y a mutation, elles vont dans le sens d'une virulence décroissante. Donc moi, je n'ai pas peur de cette grippe. Je trouve qu'il y a des stratégies de la peur là qui sont peut-être un peu hâtives, sans doute sincères, mais un petit peu hâtives. Et moi, personnellement, je ne me vaccinerai pas. Je n'encourage pas mes enfants qui sont majeurs et qui ont décidé de rester eux-mêmes. Enfin, je vous demande mon conseil quand même ou pas, docteur. Bien sûr. Merci beaucoup, René Broman, d'avoir accepté notre invitation.